Faut qu'on en parle, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes engagés des quatre coins du globe. On parlera de news, d'actualité musicale, de regard sur l'Afrique, réflexion sur la société et bien entendu sur la place des femmes. On évoquera nos coups de cœur, de la mode, de l'artisanat et des débats d'idées. On parlera de tout en toute franchise. Faut qu'on en parle en direct de Dick Studio. Donc bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec un jeune homme qui a fait parler de lui C'est gentil pour le jeune belle, homme. belle période. DJ Fun. Bonjour. Bonjour DJ Fun. Alors, avant de devenir l'ingénieur globetrotter, moi je t'appelle comme ça, l'ingénieur globetrotter que tu es, tu as joué un rôle déterminant dans la naissance d'un des groupes que l'on connaît très 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 bien dans les années 90, le Sion Supakro. Alors c'est dans ton studio que le collectif s'est construit. C'est vrai, quelques pas d'ici, toujours rue de l'Aqueduc. Ah ouais? Oui, où j'avais monté avec quelques amis un petit studio qui était en fait un magasin de disques, D'accord. de vinyle, ça s'appelait Nomad Disc. Et à leur sous-sol, il y avait le studio. Ok. Donc souvent les gens venaient juste pour freestyler dans le studio. Je voudrais savoir déjà comment ça a commencé cette collaboration. Vous vous connaissiez avant ou Non, c'était c'est juste, vous voyez de temps pareil, en temps. concours de circonstances, ils étaient Ouais. venus pour une compilation justement dans le studio qui s'appelait Nomad Disc. Mhm. Et puis chacun est venu de son côté D'accord. pour cette compilation, pour le même projet. Mhm. Et après, en découvrant les talents de l'un et finalement des autres, j'ai réussi à les faire se rencontrer. Et puis un soir, je me rappelle un dimanche soir, on a fait un premier morceau en commun. On cherchait tout le monde, cherchait le nom d'un crew en fait, parce que c'était plusieurs groupes. Alors, D'accord, donc en fait, Sion Supakro, à la base, voilà. c'était pas un groupe. Chacun venait pour poser sa vibe. Exactement. Et puis toi, tu t'es dit non, là, il y a un truc. Ça s'est fait tout Ça seul. s'est fait c'est-à-dire naturellement, que, quoi. oui, c'est-à-dire que le fait, Ok. on va dire que la petite colle, c'est le fait de permettre à lui de pouvoir écouter l'autre et de dire que ça aussi, ça existe. Mhm. Et dire à l'autre, mais tu sais, t'es fort, mais lui aussi, il est fort. Mhm. Et puis du coup, de même, de vouloir se rencontrer et de pouvoir faire quelque chose. D'accord. Donc, comme on dit, c'est une addition de talent qui a fait le groupe. Yes. Après, j'étais juste de petite colle pour que ça se rencontre. Et comment cette idée musicale était née? Tu vois, Pour commencer, moi j'ai commencé dans le breakdance. Donc vraiment, c'est vraiment le pure vibes hip-hop. ouais. Et à fur et à mesure, surtout à l'époque, dans les années entre 84, 85, même 86, pour trouver des disques, il fallait bouger. Donc, mais il nous faut des disques pour pouvoir danser dessus. Donc, malgré moi, je suis devenu DJ. En achetant plein de vinyles, puis finalement, du matériel un petit peu vers 87, où je me dis ça y est, je peux peut-être être DJ. Et puis du coup, ayant plein de vinyles, tout le monde m'appelait. Et je suis devenu DJ Fun à ce moment-là. Et puis par la suite, à force d'écouter tous ces disques, envie de se dire mais pourquoi j'en ferais pas moi aussi de la musique. Et donc essayer d'abord d'imiter un petit peu ce que j'entendais sur les disques. D'accord. Et puis finalement acheter quelques petites machines pour pouvoir réaliser moi-même. Et des concours de circonstances, fait que dans le coin j'étais le seul à avoir du matériel. Donc j'ai commencé à faire du son pour tous les gens un petit peu du quartier qui venaient rapper, quoi. Donc, donc c'était, ça a commencé comme ça. Puis après, la rencontre après à force de plusieurs personnes, parce que le monde du hip-hop avant était très large. En fait, dès l'instant où tu étais dans le hip-hop, pour rencontrer des gens du hip-hop, c'était plus facile parce qu'on avait à se reconnaître. On allait dans les mêmes soirées, on allait même dans les mêmes endroits pour s'entraîner à danser. Donc forcément, et le bouche à oreille. Donc le morceau Angela, c'est toi? Oui, composer ça à la maison. En fait, c'est souvent des concours de circonstances, comme on dit. Ça part d'une idée d'un beatbox, d'un des groupes, après d'un des membres du groupe.
une mélodie qui vient et après d'un seul coup des paroles se greffent et puis le morceau il est né dans un petit studio tout simplement. D'accord, mais tu as l'air si humble parce que c'est vrai que ce son, il a. En tout cas, moi, je me rappelle bien que dans les années 90, on l'entendait partout, mais quand on le voit là, on dirait. Tu dis ça tellement avec une légèreté. Je me dis, bah attends, Angela. Je pense qu'on a tous ou toutes entendu ce son dans les années 80. Oui, c'était une grosse aventure et puis surtout ce qui nous a permis à tout le groupe de pouvoir. On a commencé, comme je disais. Si aujourd'hui je suis ingénieur du son live, au départ c'était des petites consoles parce qu'on faisait des petites salles. Et puis le groupe, puis j'ai grandi avec le groupe, quoi. Plus le groupe devenait renommé, plus les consoles s'agrandissaient. Et plus il fallait. Et on se rendait compte qu'il y a de plus en plus de personnes, donc voilà, j'ai vraiment appris sur le tas. Tu as aussi collaboré avec pas mal d'artistes comme Féfé, Jean-Claude Niemro, Oui. Mehdi Custos. Je suis tellement dans ce que je vais continuer à y faire plus tard plutôt qu'à penser beaucoup à ce que j'ai fait parce que bon, bien sûr, tout ce que j'ai fait m'a permis aujourd'hui d'avoir l'expérience que j'ai pour pouvoir justement continuer à avancer et puis surtout une nouvelle musique, une nouvelle tendance. Donc essayer de toujours être à la passe, c'est jamais très évident. Donc c'est sûr que d'avoir des bonnes bases avec tout ce que j'ai déjà vécu avec justement, c'est vrai, beaucoup dans tout ce qui est musique caribéenne du coup. Et puis dans le rap français, quoi. Tu es fondateur du label Dig. Alors, c'est un bien grand mot fondateur, puisqu'en fait, nous sommes 4 associés. D'accord. Voilà. Dig et en fait, l'association Dig existait avant que avant moi-même que j'arrive. Tu arrives. Voilà. D'accord. Et après, je suis arrivé d'abord En tout tâtonnant. doucement, oui, voilà. Et puis, en trouvant la vibe super bonne, et trouvant un endroit aussi où je pouvais continuer à faire de la musique. Exact. Ailleurs qu'à la maison. Ouais. Ça aussi, et puis rencontrer des gens, donc. Et puis donc on a décidé ensemble de monter une société, et puis on est là. Quelle est ta vision derrière ce label et comment as-tu évolué, enfin comment évolues-tu ou continues, enfin... En fait, dans un premier temps, ça m'a permis de rester déjà dans l'actualité de ce qui se passe, parce que c'est super cool de regarder des clips, d'écouter de la musique, de ce qui se passe, mais d'être sur le terrain, c'est-à-dire rencontrer vraiment les plus jeunes qui sont, eux, cette passion-là, et essayer de voir comment, à mon niveau, je peux les aider à savoir ce que c'est que faire un disque, ou faire une musique pour pouvoir aujourd'hui être au moins streamé correctement. Et donc, c'est vraiment à travers cet endroit-là, j'ai réussi à continuer à rencontrer, et puis d'être toujours à la page malgré moi, puis d'en apprendre encore et encore. J'adore ces quelques accords. Ce sont des accords de blues. Ils sont si appropriés à la situation. Prenez par exemple, tout à gauche de la scène, DJ Fun a le blues cet après-midi. Oh oui, Karen, DJ Fun. Tu travailles aujourd'hui encore avec des artistes comme Féfé, Jean-Claude Niemro, Mehdi Custos. Qu'est-ce qui fait selon toi la force d'une vraie collaboration artistique ? C'est d'abord de pouvoir dire que d'abord ce qui prime le plus, c'est les talents de l'artiste, forcément. Et à mon niveau, ce que je peux ramener, c'est peut-être des petites choses auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Une petite fausseté peut-être à cet endroit-là, ou rythmiquement, je n'ai pas bien placé. Tout ce qui peut
techniquement lui ramener quelque chose qu'il n'a pas perçu au moment où il enregistrait, par exemple. Et puis après, comme je le mixe beaucoup, de voir qu'est-ce que je peux ramener comme couleur en plus éventuellement dans les morceaux. Et ça j'adore. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, comme l'artiste sera toujours celui qui est marqué sur la pochette, en haut de la pochette, je n'ai jamais oublié qu'on est aussi accessoire à la réussite d'un artiste. Exactement. Je pense que c'est essentiel même. Une fois qu'on a compris ça, on peut très facilement trouver une place dans ce rouage qui est très compliqué là en musique, surtout en France, où elle est peut-être pas considérée comme elle voudrait, à sa juste valeur, dans le sens où dès que c'est artistique, c'est tout de suite un peu... quand on me demande qu'est-ce que tu fais comme travail, je préfère dire ingénieur du son que je suis artiste. Parce que tout de suite, quand on dit artiste, ah ouais d'accord, mais pour manger, tu fais comment sinon? Oui, forcément. C'est vrai. Non. On a beau jouer le jeu en un flash, ils ont déjà fait le CV. On rentre pas dans le cadre, ils nous prennent sans la cervelle. Ils font des clichés de masse 1, des photos sans identité. Ouais. Mais fais-nous prendre la pause et pas un à la même. Ton parcours t'a amené à devenir ingénieur de son sur de nombreuses tournées internationales. Quel show t'a le plus marqué et pourquoi? Je pense qu'il doit en avoir plusieurs, mais un particulièrement. Ayant fait plus de 2000 concerts avec le Saiyan, c'est difficile de mettre des points, mais on va mettre déjà forcément les premières fois. Ouais. Ce seront toujours celles qui impressionneront le plus. C'est le premier concert, même s'il n'y a que 100 personnes.